j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Yo, bienvenue au 6e épisode du podcast Un café au Losset avec Charles Nouveau. Je suis hyper content d'avoir discuté avec Charles. On a parlé de pas mal de choses, mais notamment du sujet de la semaine. Voilà, on a une passion en commun avec Charles au-delà du stand-up, c'est le foot. Alors je sais que c'est un sujet clivant, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, je sais qu'il y a peut-être des gens qui écoutent Un café au Losset chaque semaine et qui n'ont pas envie d'écouter une discussion sur le foot. Déjà, merci d'écouter chaque semaine si c'est le cas. Et au-delà de ça, je pense qu'on a parlé de foot pour pouvoir intéresser et impliquer tout le monde. Voilà, qu'on n'aime pas le foot, on a parlé de la FIFA, on a parlé du poids de l'équipe de France de foot dans la société française. On a dérivé sur le cas catalan, on a dérivé aussi sur la passion que générait le foot dans le monde. Voilà, on a parlé avec passion, essayez de vous laisser tenter. Et merci encore une fois d'avoir lancé Un café au Losset avec Charles Nouveau. J'ai vu un article récemment comme quoi on avait perdu 3 secondes, les êtres humains, d'attention pure sur les... On est passé de 12 à 9 en moyenne d'attention pure sur une tâche. Et c'est assez inquiétant. Dans le name dropping de statistiques, j'en ai une assez ouf aussi. Ouais. Genre, en moyenne, les jeunes... alors, c'est une étude qui a été faite en Amérique du Nord, mais j'imagine que ça marche dans les pays occidentalisés en général. En moyenne, les jeunes, aujourd'hui, sont 2 fois plus anxieux que les patients en hôpital psychiatrique des années 50. Waouh. Ok. C'est quand même bah voilà, du coup ils ont besoin de rigoler. Ils ont besoin c'est pour de ça rire. qu'on est Voilà, là. c'est ça. Voilà, Ok. c'est cool. Le stand-up a des beaux jours devant lui. Et du coup, quelque chose me dit qu'il y a 2 jours, il y a une scène qui s'est pas hyper bien passée. Absolument. C'est quelque chose. C'est peut-être moi tout à l'heure. Ouais. Alors il y a 2 jours, j'ai fait ma première chicha. C'est des gens c'est littéralement des gens qui sont en train de fumer des chichas et boire des verres. Et tu joues devant pas mal de gens. Hein. Moi, je pense qu'il y avait au moins je pense qu'il devait y avoir au moins une centaine de personnes. Ok. Et direct quand je suis rentré, là, c'est Ahmed Sparrow, un grand habitué du Paname, qui m'a traîné là-bas en disant genre ah, Charles Nouveau, je suis sûr, il y a moyen, tu vas déchirer là-bas et tout machin. Et je l'embrasse. Et je lui remercie d'avoir eu confiance en moi, à tort. Mais et ouais, direct je suis rentré, et je me suis dit genre ouh, c'est pas mon atmosphère du tout. Et puis je me suis vraiment dit bah c'est pas grave mec, démerde-toi, tu vas les faire rire. Et tout de suite, dès les premières secondes, il y a eu une rencontre qui ne s'est pas faite, vraiment. Ils m'ont regardé tous un peu en mode mais qu'est-ce que tu fais là? Comment s'est manifestée cette rencontre qui ne s'est pas faite? Toi, t'es arrivé sur scène, est-ce que t'as tout de suite transpiré? Est-ce que tu as directement dit bon bah ok, ça va pas le faire? Comment tu ressens ce moment où ça va pas le faire en fait? Non, comment ça se manifeste? Bah c'est surtout c'est du silence quoi. C'est beaucoup de silence. C'est du silence. Le bruit de la chicha. Est-ce qu'il y a un bruit est-ce que parce que j'ai jamais joué en chicha, ouais, est-ce que ouais. t'as le bruit de la chicha? Ouais, t'entends le ah, j'arrive pas à le faire comme ça et par-dessus t'entends des genre ah ouais, c'est chaud. Hein. Non, et le pire des sons dans ces moments-là, c'est très drôle. C'est le rire de soutien d'Ahmed Sparrow au loin, qui, tu sais, alors que tu fais, mais parce que fondamentalement, c'est des bonnes vannes, oui. qui marchent très bien par ailleurs. Et en plus, j'avais tenté des petites impros assez bien senties d'après moi sur le moment. Et puis j'ai quand même eu quelques rires par moment, mais c'était vraiment très très léger. Et puis c'était vraiment ouais, je sais pas, il y a un truc une rencontre qui ne s'est pas faite. Mais j'ai très envie d'y retourner par contre. J'ai très envie J'aurais envie aussi que ça marche. Retourner. J'aurais envie que ça marche aussi. Écoute, moi j'y suis jamais allé en chicha, mais peut-être un jour. On va peut-être s'écarter un peu du sujet stand-up. En gros, là j'ai voilà, le sujet de la semaine, tu le connais pas encore. Il va arriver un peu plus tard parce qu'en fait, on va terminer dessus parce que je pense qu'on aura plein de trucs à dire. Tu l'as de toute façon de plus ou moins deviné. J'étais sûr. Mais je vais avoir une ambition vis-à-vis de ce thème. Mais avant, 2 sujets rapides avant de parler du sujet de la semaine. Le fait que il y a eu le hashtag MeToo qui a eu un peu plus d'impact que Balance ton porc, je crois. Enfin voilà, des hashtags qui se lancent, des femmes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, etc. Et je sais pas si c'est notre place aux mecs en fait d'en parler. C'est un sujet très difficile, donc on va pas être là pour révolutionner comment penser vis-à-vis de tout ça. Mais moi je pense que ça serait bête de pas parler de ça parce que c'est un vrai truc dans l'air et qui existe. Et moi j'ai même été choqué parce que je viens d'un village de 800 habitants, j'ai peut-être été trop protégé par des parents qui ont très bien fait le travail, mais si tu veux, moi j'ai vraiment là récemment sur les réseaux sociaux, quand je vois les témoignages de meufs qui mettent un MeToo, je me suis dit merde, en fait j'ai été aveugle sur ce problème là. Et moi je me dis, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans une société effectivement où là en fait même un mec comme moi qui pensait être assez ouvert et assez curieux sur le monde
j'étais aveugle complètement de cette problématique-là. À ce point-là, je savais que c'était évidemment pas simple pour les meufs. Et du coup, voilà, je voulais savoir, toi, en tant que mec, hétéro, blanc, enfin, on a toutes les facilités de la vie. On est deux personnes qui avons toutes les facilités de la vie. #privilege. #privilège de ouf. Est-ce que toi aussi, de temps en temps, tu te sens comme moi, enfin là, comme je voulais plus me sentir hier, tu vois, de ce côté. Merde, je suis passé à côté. Enfin, je me sentais limite con, de me sentir con et énervé envers moi-même, d'avoir loupé tout ce truc-là et limite de me demander comment je pourrais participer à l'amélioration de la chose. Bah, moi, je pense que cette histoire de #MeToo, donc moi aussi, c'est hyper triste, mais c'est positif parce que justement, ça aide, ça contribue, comme tu viens de le dire. Peut-être que toi, tu t'en rendais pas compte et beaucoup de gens se rendent pas compte de à quel point c'est un problème extrêmement courant et régulier pour beaucoup de gens. Moi, et effectivement, c'est délicat de parler de ça en tant qu'homme parce que tout le problème vient de là. Tout le problème vient du fait que c'est les hommes, on dirige la société, on fait nos lois, on ostracise celles qui dénoncent. Au final, on impose notre volonté, donc c'est un peu bizarre que ça soit un homme qui prenne la parole pour dire ouais, ça c'est mal, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Cela dit, là où tu peux avoir de la légitimité en tant qu'homme dans ce débat, c'est quand tu parles à d'autres mecs, parce qu'il y a un truc auquel on pense pas forcément, parce que maintenant souvent dans le discours, les gens, ce qu'ils disent, c'est ouais, vous vous rendez compte, il y a une nana sur X qui a connu des agressions sexuelles, etc. Et les chiffres sont vraiment affolants. Je crois que c'est même pas une nana sur X, je crois que c'est 4 nanas sur 5. Enfin, je crois que c'est même pas, on peut même pas faire un sur quelque chose. C'est hardcore. Moi, j'en parlais avec ma coloc. Ma coloc, elle connaît plus de. Mais oui, on en a elle parlé a plus quand de. Ouais, voilà. j'étais venu chez toi. Mais elle a plus de copines qui ont été agressées sexuellement que de copines à qui ça n'est pas arrivé. Vivant dans un monde, moi par exemple, où j'ai 2 petits frères, enfin pas de, je m'étais vraiment, j'étais loin de cette réalité-là jusqu'à peu de temps, quoi. Mais justement, il y a un truc auquel on pense pas, qui rend cette réalité encore plus glauque, je pense. Indépendamment du fait qu'on connaît tous des victimes, sans le savoir probablement, parce que c'est difficile d'en parler, etc., c'est que vraisemblablement, étant donné les statistiques, on connaît tous des agresseurs en fait. Et ça, on n'y pense pas forcément. Donc il y a beaucoup de mecs qui se comportent mal, et puis en fait, c'est toutes ces histoires de hashtags, etc., toutes les discussions qu'on est en train d'avoir. L'objectif au final, c'est de faire changer les comportements chez les mecs, et c'est important qu'on se rende compte que ça existe, y compris parmi des gens qu'on connaît. Et là, on parle pas seulement des victimes, on parle aussi des agresseurs, et justement en parlant, on peut changer des mentalités et faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de mecs qui aient des mauvais réflexes en fait. Écoute, j'espère que le message est entendu, et en tout cas voilà, on va changer de sujet un peu brusquement du coup, parce que c'est pas le but non plus de parler des heures de ça. Effectivement, il n'y a pas trop d'expression pour rigoler, mais bon, après c'est aussi le but d'avoir une discussion sincère, et c'était un truc dont je voulais parler parce que ça m'a un peu perturbé hier et que je voulais en parler avec toi. Bon bref, c'est fait. Du coup, sujet de la semaine, tant pis, on va passer à l'autre sujet. Parce qu'il y a beaucoup à dire, et je pense que l'émission peut durer potentiellement 2h30. C'est vrai. Parce qu'on va parler de foot, effectivement, de football. Sûr. Mais alors avec une ambition un peu particulière, ça va être quand même de commencer un peu, entre guillemets, par le plus général. Parce que là, je vais parler de foot, c'est clivant. Il y a des gens qui vont se dire peut-être... Là, il y a des gens qui ont éteint, là, déjà. Ouais, peut-être. Alors, le but, c'est que non. Attendez, laissez-moi vous dire mon plan. Justement, c'est exactement ça. Mon but, là, ça serait d'aller du plus général au plus particulier pour parler aux gens même qui n'aimeraient pas trop le foot. Et justement, que les gens qui n'aiment pas trop le foot, qui écouteraient ce débat, limite me disent ensuite, s'ils ont des retours à faire par message, de me dire au moment où ils ont arrêté, en disant là, c'est devenu trop précis. Tu vois, parce qu'on ne s'en rend peut-être pas trop compte, nous, en parlant. Mais du coup, pour commencer par un sujet... un peu plus large qui intéresse, je pense, plus de monde. Il y a 2 sujets moi qui me tiennent à cœur pour commencer. Le premier, c'est le foot business, parce qu'on est tous les deux nés, toi 90, moi 89, mais en tout cas foot des années 90, c'est le Madeleine de Proust, c'est la France 98, etc. Et aujourd'hui, il y a un foot qui est devenu un peu cinglé. Et du coup, voilà, je voulais savoir si, par exemple, l'achat de Neymar à 222 millions d'euros, le Qatar qui gère un club de foot en entier, le poids de la FIFA qui a une trésorerie de quasiment 1 milliard d'euros, tous ces trucs-là, toi qui as vécu dans le monde du foot, qui aime le foot comme moi, qu'est-ce que ça t'inspire, ce nouveau foot, en fait ? Ça me dégoûte un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est dur. Pour moi, ça crée ça favorise pas le maintien de mon intérêt pour le foot, parce que
parce que t'es obligé d'être un peu dégoûté par certains. Ouais, il y a trop d'argent, les montants sont devenus astronomiques, ça crée de plus en plus d'inégalités entre les clubs aussi, donc ça va créer on va de plus en plus revoir les mêmes équipes au top, donc ça aide pas de nouveau à renouveler l'intérêt pour tout ça. Mais après, au final, voilà, voir un mec faire un contrôle orienté et une méga frappe dans la lucarne, je crois que ça va toujours nous faire kiffer quoi qu'il arrive. Mais c'est ça, le lien entre passion et en même temps, j'ai revu par exemple tout le passage de John Oliver sur la FIFA, qu'il faut voir absolument si les gens l'ont pas vu, parce que ça va vraiment vous montrer que même si vous aimez pas le foot, c'est quand même un sujet où il faut quand même, je pense, réfléchir un peu dessus, parce qu'il se passe quand même des choses. C'est-à-dire que la FIFA aujourd'hui, effectivement, il commence toute sa vidéo en voyant des gens du monde entier dire le foot c'est une religion pour nous, le foot c'est une religion, c'est une religion, c'est une religion. Quasiment, enfin je veux dire, Camus a écrit des pages incroyables sur le foot, des grands penseurs ont aimé le foot. Enfin je veux dire, c'est quand même autre chose que juste des beaufs dans un stade comme certains peuvent le dire, ou je sais pas quoi. Il y a un vrai truc qui se passe. C'est aussi des moments ça. de communion. C'est-à-dire que moi, les seuls moments, et ça c'est un truc que je dis souvent, les seuls moments où moi je déconnecte, je suis un être, je pense, très rationnel. Les seuls moments qui m'offrent des moments de déconnexion ou des choses comme ça, c'est une victoire de Marseille ou de l'équipe de France ou du Real Madrid ou de Zidane. Enfin, c'est des moments qui peuvent me faire déconnecter, quoi. Ouais. Moi, c'est très vrai ce que tu dis, et je pense qu'un truc, même si t'aimes pas le foot, d'ailleurs souvent t'entends les gens dire ça, genre ouais j'aime pas trop le foot mais je regarde les Coupes du Monde. Pourquoi ? Parce que vous savez très bien que, je sais pas, tu sais, quand t'es dans une place publique ouais voilà, t'es dans une fan zone avec un écran géant, et là que vous soyez belge ou suisse ou français ou peu importe, et il y a ton équipe qui marque, et tout d'un coup il y a toute une foule de gens, vous connaissez pas, mais limite vous vous sautez dans les bras l'un de l'autre, il y a des gens qui pleurent, vous êtes en train de crier, et c'est ouf à quel point ce sport de beauf, parce que c'en est un, a aussi cette capacité d'unir les gens, quoi. C'est extraordinaire. C'est ce que remarque, je sais plus quelle personne, mais bon, en tout cas, qui dit qu'effectivement, les deux fois où il y a eu autant de monde aux Champs-Élysées, c'était le jour de la libération en 45 et le jour de la Coupe du Monde 98. Absolument. Et que dans un documentaire sur Netflix qui s'appelle Une histoire des Bleus, une autre histoire de la France, il te montre que quand il y a écrit Zidane président sur l'Arc de Triomphe, en fait, il y a des gens qui se sont dit, oui, potentiellement, en fait, Zidane président, bientôt, quoi. Genre, enfin, c'était pas absurde à l'époque, et c'était un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que je crois qu'on n'imagine même pas à quel point ça pouvait avoir de l'impact. La France a vécu 10 ans incroyables derrière. Chirac, il a fini son mandat en mode en roue libre, en remerciant Zidane à chacune de ses allocutions, parce que c'est ça qui lui a fait avoir une France magnifique pendant 6 ans, quoi. C'est sûr à 100%. Ouais, je pense que il y a du bruit dehors, j'ai des fans qui m'ont suivi. Non, je pense que en ce moment je prépare un spectacle sur le foot, comme tu sais. Justement, je sais pas si j'avais le droit d'en parler. Sur le foot, ouais, si, on peut en parler. Et justement, je pense qu'il y a j'ai pas encore vraiment écrit là-dessus, mais je pense qu'il y a un vrai parallèle à faire dans l'imaginaire collectif et dans les émotions que ça génère entre le foot et la guerre, en fait. Parce qu'il y a un parallèle entre le foot et la guerre. Ouais, je pense, parce que en fait, je pense que des fois tu vois ça, des fois tu vois l'animosité et l'hostilité que ça génère. C'est comparable, et peut-être qu'il y a quelque chose à dire là-dessus, dans le fait que maintenant nous on est des générations, on n'a pas connu la guerre, et en fin de compte peut-être qu'on a une animosité, je sais pas comment appeler ça, une testostérone à défouler d'une manière ou d'une autre, et ça se fait à travers le foot, pas seulement en y jouant, parce que souvent les gens n'y jouent pas, mais en mettant toute ta ferveur derrière une équipe, et du coup parallèlement en détestant d'autres équipes. Mais alors ça, c'est marrant que tu dises ça, parce que c'est un point que j'avais à un moment donné, je sais plus si avec toi j'en ai parlé, mais je pense pas, où je disais qu'en fait pour moi le foot aujourd'hui c'était le dernier domaine d'expression potentielle pour être patriote, en fait. C'est-à-dire que pour moi la Marseillaise, par exemple, je ne la tolère qu'en début d'un match de foot. Chaque expression de Marseille, ou alors une allocution d'un politique mécouille ou je sais pas quoi pour décorer des mecs avec des étoiles ou des drapeaux. Mais c'est vrai que sinon c'est chelou. Sinon ça fait très. Entendu Marseille, même tu vois, genre quand tu vois des mecs bourrés dans un bar, peut-être commencer. Moi j'ai envie de leur dire ferme ta gueule, en fait. C'est pas une chanson que j'aime bien, c'est un chant guerrier, c'est un chant. Enfin, je veux dire, il y a tout le débat. On en parlera, peut-être même qu'on peut voir le débat maintenant, mais est-ce que les joueurs doivent chanter la Marseillaise ? Pour moi, bien sûr que non. Les plus belles images de Marseillaise, pour moi, c'est Zidane qui ne chante pas
ultra concentré avec le brassard en 2006. Enfin, tu vois, genre, d'où on doit chanter une Marseillaise. Enfin, ça, c'est vraiment le genre de débat où j'ai envie de dire, les gars, en 2017, et c'est ce genre de débat qui me donnerait envie de frapper au visage un membre de la famille Le Pen, quelle qu'elle soit. Tu vois, non, mais c'est le genre de débat que je trouve insupportable et qui gâche le foot. Mais si tu veux, pour moi, par exemple, le foot aujourd'hui est le seul domaine pour moi où je peux entendre une Marseillaise, où je peux entendre un acte patriote, un chant comme ça, et que ça va me faire marrer, ou que je vais prendre au second degré, en fait. Tout le reste, ça devient chelou, et le foot m'offre ça, en fait, entre guillemets. Je sais pas si c'est au second degré, mais ouais, effectivement, bah, c'est ce que... On en revient à ce parallèle avec la guerre, il y a vraiment un truc voilà, de... C'est pour ça que je disais ça, oui. Moi, je trouvais ça... C'était quoi? On a joué quand, les Allemands? En demi-finale de l'Euro, hein. C'était en demi? Ouais, en demi. Avant de jouer le Portugal en finale et de perdre. Tu dis on? Ouais, alors oui, moi j'ai 3 passeports, ce qui durant les compétitions sportives est très pratique. On peut retourner sa veste très rapidement en fonction de qui passe les poules ou pas. Malheureusement, la Suisse passe rarement les poules, donc voilà. Mais ouais, on les a rencontrés, on était dans la même poule en 2006, à la Coupe du Monde 2006, il me semble. En 2006, je crois pas. C'était pas en 2006. Peut-être. Bon, bref, allons-y. Mais ouais, France-Suisse, c'était pour la France ou la Suisse? Pour la Suisse. Ok, quand même. Parce que ça, c'est plus le côté petit pousset, tu vois. Oui, normal. C'est sûr qu'ils vont se faire défoncer. France-Suisse en quart de finale de l'élimination directe. Ça me ferait quelque chose que la Suisse passe quand même. Okay. Mais ouais, mais c'est bizarre. C'est comme choisir entre papa et maman, tu vois. C'est un peu. Moi, je suis. Enfin, en l'occurrence, c'est un peu bizarre parce que ma mère est. Je crois que t'allais dire. En l'occurrence, j'aurais choisi ma mère. Non, mais ma mère est barcelonaise. Elle habite là-bas oui, d'ailleurs. Et donc, je supporte l'équipe d'Espagne. Depuis que je suis petit, je supporte surtout l'équipe d'Espagne, qui était dégueulasse pendant les 90s quand j'étais petit. Et qui aujourd'hui est bien plus forte qu'avant. La dernière défaite de l'Espagne en compétition officielle jusqu'à peu, c'était contre la France en 2006. En fait, ils ont eu une période de victoire en compétition officielle jusqu'à 2014, je crois. Absolument. Mais tu vois, attends, je vais revenir sur ce qu'on disait. France-Allemagne, demi-finale de l'Euro. C'est très marrant et d'ailleurs, c'est très drôle parce que tu regardais dans la presse et dans les commentaires, dans les réseaux sociaux et tout machin, tout de suite, il y a des formules qui reviennent, des parallèles avec les guerres mondiales, etc. Parce que c'est France contre l'Allemagne, et puis il y avait vraiment un truc de genre les Allemands c'est costaud, on joue contre plus fort que nous, et tu vois, on dit nous, on dit et tout d'un coup les gens sont unis derrière un truc et il y a une pression, etc. Puis là t'entends la Marseillaise et ouais, et je sais pas, et t'entends les murmures à chaque frappe, à chaque ouh, tu vois, je sais pas, ouais, il y a vraiment une pression et je pense que c'est quelque chose de très fort, ouais, dans ces moments-là. Je pense qu'il y a un parallèle à faire avec... ce serait bien que quelqu'un fasse un spectacle sur le foot et en parle. Charles Nouveau bientôt. La première fois que tu as testé sur le foot, d'ailleurs, c'était pour une demi-heure commune où on a fait une demi-heure chacun. Absolument. De foot. Mais là, j'aimerais rester sur le thème de l'équipe de France parce que c'est, je pense, peut-être un des derniers sujets qui intéressera les néophytes. Et ensuite, on passera peut-être à des sujets un peu plus pointu sur le foot, peut-être pour que les gens qui aiment le foot écoutent aussi, mais fondamentalement, pardon, je pense que c'est très juste, c'est un peu ce que j'ai envie d'aborder dans le spectacle, et je pense que c'est la bonne manière de l'aborder comme tu le fais là. Je pense que c'est très compréhensible de pas aimer le foot, voire de le détester, parce que évidemment vous voyez autour de vous beaucoup de gens qui adorent ça, et quand toi t'aimes pas, t'as du mal à comprendre et on t'ostracise parce que t'aimes pas, et donc du coup ça crée de l'aversion et t'aimes pas ça. Mais fondamentalement, le fait est que c'est un phénomène qui passionne littéralement des milliards de personnes. Ouais, c'est le sport le plus populaire de l'histoire et ça génère énormément d'argent, et donc rien que d'un point de vue sociologique, c'est hyper intéressant de s'intéresser à ça. Alors la parenthèse sociologique avant d'aller sur le sujet que je voulais aborder, mais t'as complètement raison et j'aimerais en parler, c'est que pour moi, qui est peut-être trop théorisé le foot, mais pour moi, c'est le sport le plus populaire par essence, dans le sens où... Alors déjà, il y a des sociologues qui vont t'expliquer que en fait, dans tous les sports, les jambes, c'est les jambes d'appui, et t'es précis avec tes mains, et qu'en fait, d'être précis avec tes pieds, c'est contre-intuitif, et du coup, ça éveille la curiosité de l'homme inconsciemment. Et le fait de devoir être précis avec les pieds, qui sont dans tous les autres sports, les pieds d'appui, pour être précis avec les mains, qui sont normalement le domaine de précision. L'objet de précision, ouais. Ça excite inconsciemment l'homme, entre guillemets. L'homme en général, la femme peut aimer le foot, c'est pas le problème, mais l'homme en général. Donc il y a ça, mais moi après ma théorie aussi... Moi je pense que c'est parce que logistiquement c'est le sport le plus simple. Alors c'est ça, c'est qu'en fait t'as un ballon, enfin je veux dire n'importe quel sport, que ce soit le rugby, que ce soit le basket, que ce soit... Il faut un nombre de joueurs minimum, il faut un terrain, il faut des infrastructures, il faut connaître les règles, il faut un niveau à peu près commun.
Le foot, c'est le seul truc, effectivement. Faut un ballon. Un ballon, le nombre de personnes que tu veux, le nombre de règles, que tu peux changer les règles à tout moment, tu peux faire n'importe quoi. Absolument. Et ça joue partout dans le monde, en fait. Qui n'a jamais utilisé un cartable ou un pull pour faire un but. Oui, voilà, exactement. Donc il n'y a pas besoin de. Donc tout de suite, si tu veux faire du hockey sur glace ou du polo, c'est beaucoup plus compliqué. L'exemple ultime. C'est vrai qu'on verra rarement du polo dans les favelas, voilà, par Absolument. exemple. Rarement. Du coup, voilà, sport le plus populaire par essence. Et cette popularité amène des débats. Et le fameux débat aujourd'hui, c'est le débat sur l'équipe de France. Quand l'équipe de France va bien, on est black blamber. Quand elle va mal, on sait pas trop. Moi j'ai regardé un documentaire d'ailleurs, et c'est un parallèle assez intéressant, sur Balotelli, qui est un joueur italien qui est noir et qui a été le premier joueur noir de l'équipe d'Italie, et sa première sélection c'est 2010 je crois, sachant récent, que nous on était entre guillemets une équipe de France black blamber depuis 96 voire 94. Et ça il y a eu des joueurs d'origine étrangère, dont bien des avant, joueurs noirs bien Trésor, avant, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a commencé à parler d'une France black blamber, de l'équipe de France en 98 vraiment. Et en fait, on s'est pas rendu compte à l'époque, mais le foot a fait gagner à la société française, j'ai l'impression, en regardant l'histoire de la société italienne, 12 ans en fait. Parce que en fait, les débats qu'on a eu peut-être à l'époque grâce à une équipe de France qui gagnait, c'est un débat en fait quand Balotelli est arrivé en 2010 en équipe d'Italie. Ça a été un tollé énorme, et ça a été le Premier ministre, dans le documentaire que j'ai vu, l'ancien Premier ministre italien, en parlait en disant il a fallu que je gère personnellement le cas Balotelli parce que en Italie on comprenait pas, enfin ça a été un vrai débat. 12 ans plus tard que la France, donc pour dire quand même que le foot peut quand même réveiller des notions de tolérance avant les autres, etc., et que grâce peut-être à l'équipe de France Black Blamber on a gagné du temps par rapport à d'autres sociétés, quoi. J'ignore dans quelle mesure à quel point ça a compté, mais c'est évidemment que ça compte. Ces mecs-là, les mecs qui ont gagné la Coupe du Monde en 98, en tant que... Il y a des individualités qui sont ressorties évidemment, mais déjà en tant que groupe, c'était des héros, quoi. T'as qu'à voir, de manière générale, oui, il y a beaucoup de joueurs de foot qui, une fois qu'ils sont à la retraite, arrivent plus ou moins à se reconvertir comme consultants, etc. France 98, ils ont presque tous réussi. Sauf Stéphane Guivarch qui vend des piscines à Guingamp, et que j'ai déjà eu au téléphone. C'est vrai, parce que son numéro de téléphone est sur le site du vendeur de piscine, du pisciniste, où il y a Stéphane Guivarch. J'ai pris un rendez-vous téléphonique avec lui. Et dès que j'ai eu au téléphone, je me suis excusé de l'avoir dérangé, mais en lui disant que j'étais très ému d'avoir un champion du monde 98 au téléphone. Je lui ai dit d'ailleurs un truc, je lui ai dit, je pense qu'on doit vous faire ça tous les jours, je suis vraiment désolé, monsieur Guivarch. Il a fait non, c'est vraiment une des premières fois que ça m'arrive. Voilà, donc tout le monde s'en branle de Stéphane Guivarch. Mais au point que son numéro est public et que tout le monde s'en branle. Mais oui, effectivement. Pardon. Mais ouais, c'était des héros. C'était des héros, donc forcément ça aide. Mais c'est de la même manière où. Mais c'est plein de petites choses dans l'imaginaire collectif des gens. C'est comme. C'est un ensemble de choses. Harry Roselmack qui présente le 20h, même si c'est inconscient. C'est une pièce du puzzle qui aide les gens à accepter entre guillemets l'altérité comme quelque chose du quotidien, et justement pas comme une altérité, mais comme quelque chose d'absolument normal, comme ce que ça devrait être. Et par ailleurs, en Italie, effectivement, pour connaître un tout petit peu, les gens sont très racistes en Italie, et c'est un pays qui a aussi pas la même histoire au niveau de la colonisation, et donc qui a pas la même proximité avec les gens notamment d'origine africaine que la France. Évidemment. Avec du coup ce fameux débat, on le résolvera pas ce soir, cet après-midi pardon, mais il faut en parler aussi, c'est Benzema, rapidement quand même. Alors moi, le débat Benzema, regarde, moi je te dis très rapidement ce que je pense donc Benzema, le débat il est autour du fait qu'il n'est pas sélectionné en équipe de France depuis un moment, notamment à cause du scandale de son implication dans l'histoire de la sextape de Valbuena. D'ailleurs, dont il a été aujourd'hui c'est affiné, il a été acquitté d'ailleurs. Pas complètement encore, je crois, mais je crois que oui. Mais sur le fait, en fait, je crois que il est dit surtout que Deschamps est cédé à une partie raciste de la France, et que suite à ça, Deschamps a eu sa maison taguée, etc. Et qu'en fait, il pardonne pas à Benzema de l'avoir mis en cause sur un sujet de racisme, et qu'il a été enfin apparemment c'est ça qu'il en ressort récemment. Bref, peut-être, le fait qu'il soit ou qu'il soit pas. Mais moi, fondamentalement, ce que je retiens, c'est que déjà, pour commencer, rendons à César ce qui est à César. Benzema, c'est un putain de joueur de foot. C'est le meilleur joueur français. Il est vraiment très très. C'est pas seulement un attaquant qui marque des buts, il fait marquer des buts aux autres et tout. Il est vraiment très très doué.
je pense que par ailleurs, ça a un peu l'air d'être un petit con. À mon avis, c'est pas un mec hyper facile à gérer. Franchement, quand tu vois les Winkers, enfin quand tu vois dans l'équipe de France, je t'en cite 15 des petits cons. Mais oui, alors certainement. Mais moi, là où ce qu'il faut dire par rapport, et je pense pas que Deschamps soit raciste quand tu vois les mecs qui sont sélectionnés en équipe de France. C'est pour ça que la phrase de Benzema elle est plus affinée que ça. Il est cédé à une partie raciste de la France. C'est complètement différent. C'est pas Deschamps est raciste. C'est dans un débat où aujourd'hui effectivement l'équipe de France est de nouveau populaire, etc. Il y a un truc quand même. Pour moi la meilleure personne qui en ait parlé c'est Samir Nasri au Canal+ Football Club à un moment donné qui dit mais même Ben Arfa, après la saison qu'il fait avec Nice, il doit être à la Coupe du Monde 2014 en fait. C'est une question de niveau pur en fait. Il n'y a pas de savoir si. C'est vrai que c'était très bizarre. Il y avait là quand t'as vu comment il était Ben Arfa cette saison avec Nice. Moi, je pense que fondamentalement, l'erreur qu'on fait aussi, c'est de commencer à dire genre d'insinuer c'est à cause des origines des uns et des autres. Si le monde était parfait évidemment, on en a parlé pendant cette heure, il l'est pas. Mais le boulot du sélectionneur, c'est de dire ok, moi j'ai tous ces joueurs à disposition qui sont tous français, rien à foutre des origines de chacun, et lui il doit faire le meilleur groupe possible. Et le problème, entre guillemets, de ceux qui supportent Benzema, c'est que dans les faits, Deschamps il fait plutôt un bon taf avec l'équipe de France, donc pour l'instant tu peux pas le contredire. Et tu vois, il y a des exemples de ça. Par exemple le Danemark en 92, ils sont repêchés pour aller à l'Euro parce que la Yougoslavie est en guerre et donc ne peut pas y aller. Et ils finissent par gagner l'Euro en question. D'ailleurs c'est marrant parce que Peter Olsen, je crois, le sélectionneur à l'époque, quand il a eu l'appel, lui il avait prévu, comme il n'avait pas de compétition pendant l'été, il refaisait sa cuisine cet été-là qu'il n'a pas pu refaire. Et il va au Danemark et il prend pas Michael Laudrup qui est un des meilleurs joueurs du monde à ce moment-là, et il le prend pas dans l'équipe et il gagne l'Euro. Ouais. Donc après c'est une question de genre, si tu fais bien ton taf et que le groupe fonctionne, pourquoi c'est très suisse comme réflexion, mais si ça fonctionne, pourquoi changer? Ok. Tu vois, c'est ouais. Ok, bah écoute, non, très bien. On a Benzema, c'était, je pense, important d'en parler, mais effectivement, après, c'est un débat qu'on résolvera pas. Et puis, après, il est trop fort. Moi, je comprends qu'il est la mort. De toute façon, le débat, il est simple. Hein. S'il gagne la Coupe du Monde en Russie, on en parlera plus. S'il la gagne pas, on en parlera. Voilà. C'est toujours un peu la même chose. Avant de parler d'un sujet qui me tient très très à cœur, du coup, j'aimerais quand même parler de ça. Coupe du Monde en Russie, Coupe du Monde au Qatar. Moi, c'est extraordinaire. Je veux pas parler, moi, du débat géopolitique. On n'est peut-être pas assez calé, puis peut-être que là, on va commencer à saouler les gens. Mais moi, il y a limite un côté de le fan de foot que je suis. La Coupe du Monde, c'est quand même le moment le plus high, entre guillemets, avec les finales de Ligue des Champions, peut-être. Enfin, il y a quelques moments high, mais les Coupes du Monde sont les plus forts. Bien sûr, quel kiff. Et ben moi, en Russie au Qatar, je peux pas te dire comment je serai dans un an et dans un 4 ans et demi. Mais ça fait moins. Mais je crois que j'ai limite pas envie de les regarder en fait. Je crois que ça me fait limite chier. Enfin, même visuellement. C'est bizarre. Inconsciemment. C'est des pays où il y a pas, où de base il y a pas la passion du foot. Il y a pas une ferveur pour le foot. Et puis là, tu vois, par exemple, il y a Poutine récemment, genre on disait mais qu'est-ce que vous allez faire parce que chaque fois qu'il y a un joueur noir dans le championnat russe, il se fait insulter, etc. Ouais. Comment vous allez faire pour la Coupe du Monde? Et Poutine a répondu une réponse très russe et très Poutine. Il a dit vous inquiétez pas, vous n'entendrez pas un seul bruit raciste pendant cette Coupe du Monde. Point final. Alors, ce qui signifie peut-être goulag, ce qui signifie peut-être sniper dans les matchs. Tout est sous contrôle. On va peut-être voir des gens se faire sniper en plein match. Mais c'est quand même très étonnant. Tu vois, moi je me dis, est-ce que j'ai envie de regarder ces Coupes du Monde? Limite pas en fait. Je vais les regarder. Et moralement, au Qatar, il y a beaucoup de choses à redire aussi. Moi, c'est les pyramides. John Oliver fait la comparaison avec les pyramides d'Égypte. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est hyper intéressant. Tu vois, et encore une fois, pour moi, ces deux Coupes du Monde, enfin, l'attribution de ces deux Coupes du Monde, elle symbolise parfaitement à quel point l'évolution actuelle du foot. C'est déjà d'une part, c'était, je crois, quelques jours seulement après que, je crois que c'est le Télégraphe en Angleterre qui fait, ou The Independent, je sais plus, qui sort un dossier sur la FIFA, qui a sorti tout le scandale de corruption à la FIFA et tout. La FIFA dans la foulée fait un méga démenti, non pas du tout, on n'est pas corrompu, etc. Et 3 jours après, ils dévoilent à qui sont attribuées les 2 prochaines Coupes du Monde, Russie et Qatar. Ouh là là, les mecs, il y avait franchement mieux à faire comme pour avoir l'air blanc comme neige.
Mais non, mais attends, en parlant de ça, tout à l'heure, j'ai vu, genre, surtout qu'en Russie, au Brésil, il y a Vacleux qui était à l'époque secrétaire général de la FIFA. Et en fait, il y a Budweiser qui est un des partenaires principaux de la Coupe du Monde et de la FIFA. Et en fait, il y a une loi au Brésil qui dit qu'on a interdit de boire de l'alcool pendant les matchs. Ils ont changé la loi. Et la FIFA arrive et change la législation brésilienne, en fait. Sûr. Et Vacleux à la télé, tu le vois parler avec un anglais rempli d'accent français et qui dit face caméra. En fait, ce qui va se passer, ça va peut-être paraître arrogant de notre part. Et il commence comme ça. Mais en fait, il y aura de la Budweiser dans vos stades à la Coupe du Monde. Et il dit ça comme ça, c'est tout. Et ça va être fait. Ouais. Mais c'est... alors d'une part, c'est toute cette histoire sur la transparence, etc. Après, c'est pourquoi ? C'est parce que c'est effectivement des marchés où il y a de l'argent, etc. Et c'est aussi ça, c'est aussi une question de... Tu vois, le foot, c'est plus seulement la passion qui dirige ça. Parce que comme candidat, par exemple, pour ces Coupes du Monde-là, il y avait la Hollande, il y avait l'Espagne, il y avait le Canada, ça aurait été intéressant, il y avait l'Australie, il y avait, je crois, des pays scandinaves, il y avait le Royaume-Uni. Comment ça fait qu'il n'y a pas de Coupe du Monde en Angleterre ? Ça fait combien de temps ? 66 ? C'était en 66, ouais. Pourquoi il n'y en a pas là-bas ? Donc du coup, tu vois, il y avait plein de candidats potentiellement marrants. Mais c'est pas la passion qui régit le truc, c'est des nouveaux marchés où on peut développer ça. Ça, le foot, c'est une marque, c'est de l'argent, etc. Donc c'est un petit peu triste, effectivement. Et encore une fois, c'est des trucs où on est là... Ouais, c'est dommage, il y a de la corruption. Au Qatar, ils utilisent des esclaves pour construire les stades qui vont être climatisés au milieu de l'été. Enfin, c'est n'importe quoi. Des stades qui, en plus, vont être utilisés que à ce moment-là parce qu'après, pendant le reste de l'année, ils ne sont pas utilisés parce qu'il n'y a pas de ferveur, etc. Mais au final, après, on sera là, ouais, c'est vraiment ridicule. Et puis derrière, toi comme moi, on s'enverra des messages genre putain, t'as vu le but de Pogba contre la Colombie ? Ça va peut-être être le cas. Peut-être que, je sais pas à quel point ça va finir. Tu vois, déjà au Brésil, je me souviens que toutes les manifestations, ça avait failli me dégoûter à un moment donné de me dire attends, peut-être que le foot, ça vaut pas la peine de tout ça finalement. Et peut-être qu'à un moment donné, enfin tu vois, quand tu vois l'exemple du stade de Macao, qui est, je crois que c'est genre en mode un stade de 40 000 places qui a été construit que pour la Coupe du Monde au Brésil. Il y a eu 3 matchs dedans. Et en fait, c'est un stade qui est quasiment accessible que via le fleuve Amazon parce qu'en fait, c'est une région... ils ont construit un stade de 40 000 places pour rien. Ouais. Enfin, je veux dire, genre, on est quand même dans un monde... Enfin, bon, bref, le foot devient un peu ouf. C'est très triste. Mais tu vois, en fait, c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure en off. Des gens de ce débat qu'on va pas avoir maintenant, de est-ce que tu vois, quand les gens parlent de Bill Cosby ou de Woody Allen ou de Polanski, est-ce que tu peux pardonner Harvey Weinstein est-ce que tu peux pardonner est-ce que tu peux faire abstraction de l'homme pour te concentrer sur l'œuvre? Et le foot, c'est pareil en fait. Le foot, est-ce que je peux pardonner tout ce qui est derrière le foot qui est dégueulasse? Parce qu'il y en a beaucoup des trucs dégueulasses dans le foot. Et parce que j'ai envie de voir des mecs marquer des reprises de volée. Et que ça, c'est beau. C'est un peu le même truc. Surtout qu'en fait, là, moi je vais même aller plus loin, je pense, c'est que on peut pas faire abstraction avec le foot dans le sens où aujourd'hui le foot est devenu trop politique et aujourd'hui trop à l'intérieur de toutes les... Enfin, je veux dire, quand tu regardes n'importe quel match du PSG, j'avais été ultra surpris la dernière fois de voir Nasser qui était entre Sarko et Hollande en fait. Tu vois, genre ils sont tous les deux à côté de lui. Tu vois, genre tu vois effectivement le rôle. Enfin, j'ai revu récemment beaucoup de documentaires pour préparer le podcast. J'ai regardé des trucs et j'ai regardé notamment par exemple la réaction qu'il y avait eu après le France-Algérie de 2001. Où il y avait eu l'envahissement de terrain, etc. Enfin, le foot a une portée politique et une portée de message qui est quand même plus fort que n'importe quelle autre chose, même hors sport en fait. En Espagne, tu sais, les gens disent, c'est une phrase que tu entends souvent, que tous les plus grands deals économiques et politiques d'Espagne se font dans la tribune présidentielle du stade Santiago Bernabéu, qui est donc le stade du Real Madrid, parce que tout le monde est là. Tout le monde est là. Non, mais même si c'est pas, même si ça implique pas Florentino Pérez, le président du Real Madrid directement, c'est tous les grands d'Espagne sont là. Et c'est là. Et qu'est-ce qui les rassemble c'est le foot. Voilà. Justement, tu ouvres sur un des derniers sujets que je voulais aborder, mais qui est très intéressant. Suisse, français, espagnol, de mère barcelonaise. Passion pour le FC Barcelone. Absolument. Et du coup, quasiment débat sur la Catalogne en ce moment qui va pas être, on va pas le résoudre non plus encore une fois, mais c'est, je pense, un podcast de discussion et que à travers la discussion, on peut faire évoluer les mentalités. Du coup, toi, tu penses quoi, entre guillemets, à travers le foot ou non, de ce cas catalan aujourd'hui,
avec par exemple, pour relier quasiment un peu au foot quand même, ce débat autour de l'équipe nationale où aujourd'hui des joueurs du FC Barcelone sont quasiment en train de devoir s'expliquer de jouer pour l'Espagne, mais en même temps c'est un peu ambigu parce qu'eux-mêmes ils sont pro-indépendantisme en même temps, enfin ouais. Après, moi, je me rappelle de Xavi, donc qui est pas à la retraite encore parce mais il joue au Qatar, donc voilà. À la retraite, quoi. c'est tout comme qui est pour moi probablement un des meilleurs joueurs de foot de l'histoire. Ah oui, à ce point-là. Qui en tout cas vraiment un de ceux qui m'a le plus marqué et qui footballistiquement représente un peu ce que je trouve de plus beau dans ce sport. Et lui, il expliquait à l'époque, parce que lui, mais lui, il s'est jamais trop prononcé là-dessus, mais il est pro-indépendance, a priori. Et il disait, je crois que c'est lui qui a dit ça, il disait, moi, je me sens catalan, et je rêve qu'un jour, la Catalogne, ce soit un État indépendant, mais pour l'instant, je suis footballeur professionnel, et le seul moyen que je connais de gagner une Coupe du Monde, c'est de jouer avec l'Espagne. Okay. Et ouais, bah, ça se défend. Pour revenir à l'histoire du débat catalan, j'ai fait une chronique là-dessus à la télé suisse, où d'ailleurs certains indépendantistes sont venus me casser les couilles sur ma page à cause de ça, pensant que je me moquais d'eux, alors qu'en fait je me moquais absolument des deux camps. J'ai beaucoup de cousins qui sont séparatistes et d'autres qui ne le sont pas. Mais c'est vraiment très compliqué et c'est vraiment un truc où vraiment des deux côtés, il y a énormément d'attitudes extrêmement déplorables, et je dirais même plus, parce qu'on a tendance à penser qu'il y a deux côtés, mais il y a plus que deux côtés en fait. Parce que d'une part t'as le gouvernement espagnol et les Espagnols hors Catalogne. Ensuite t'as les Catalans séparatistes et les politiques qui les représentent, et puis tu as les Catalans qui sont pas séparatistes, dont on parle pas énormément, et il y a le gouvernement espagnol s'est très mal comporté à différents points de vue. Une des options qu'ils avaient, c'était peut-être de laisser se dérouler ce référendum illicite, parce qu'il enfreignait beaucoup de lois, non seulement espagnoles mais aussi catalanes, que ça se déroule, et ensuite dire bon bah voilà, bah il vaut pas pour X, Y et Z raisons. Et à la place, il y a des gendarmes qui ont foutu des coups de matraque dans des grands-mères. Et d'autre part, il y a et puis aussi, ils ont créé beaucoup d'animosité du côté des Catalans, parce que il y a un refus et une aversion de manière générale vis-à-vis des demandes d'autonomie supplémentaires de la part de la Catalogne. Et après, toute cette frustration, qu'est-ce que ça a fait ? Ça a créé des politiciens catalans qui ont fait mais n'importe quoi dans le processus actuel comme les politiques du Brexit, quoi, genre les Anglais du Brexit, quoi. Ils ont promis n'importe quoi aux gens, ils ont enfreint des lois. C'est ça en fait, parce que toi t'es très impliqué, très documenté, et je comprends complètement ton point de vue qui est très très suisse. Ouais, c'est quoi ton point de vue de Suisse ? Je comprends tous les gens. A un peu raison. Mais je comprends, moi, pour un peu plus m'impliquer, et tant pis parce que j'ai pas de cousins séparatistes, et je pense que j'ai une très petite audience de pro-indépendantistes catalans. Moi, c'est de me dire que juste dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un très très mauvais message que de voir un bout de pays sortir d'un pays, en fait. C'est-à-dire que c'est quand même 13% de la population du pays. C'est le chômage qui baisse dans la globalité du pays grâce à eux, parce que s'ils s'en vont, je crois que le chômage remonte de 3 points immédiatement. Ouais. Et pour moi, ça c'était un des points les plus importants pour moi, c'est que si tu laisses la Catalogne s'en aller, tu laisses la voie libre à un type de politique qui va arriver dans quelques années, voire quelques mois en Espagne, qui vont avoir un discours ils les ont laissés partir, nous on les laissera jamais repartir, on va même les faire revenir parce qu'on va reconstruire une Espagne forte. Et en fait, on ouvre la voie des Trumpos en Espagne, pour moi. Donald Trump. Non, mais tu vois, pour moi, c'est très dangereux comme message que de dire aujourd'hui qu'un bout de pays peut sortir d'un pays. Moi, là où ça me fait peur particulièrement, c'est... on perd du temps, quoi. C'est en tant qu'Européen convaincu, c'est des trucs qui, je pense, vont fragiliser... l'Union européenne. Mais ça a fragilé en fait, même moi, il y a ça, mais moi limite c'est même plus que ça, c'est que pour des gens de nos âges, c'est absurde en fait. C'est-à-dire que, enfin moi typiquement j'ai un nouvel angle de stand-up que j'aimerais un jour développer un peu, mais c'est sur le phénomène que j'ai 27 ans et là ça me rend ouf. Comme les lois sont très établies et que je suis conditionné, du coup dans ma tête c'est acquis, mais quand j'y pense vraiment de temps en temps je me dis mais
D'où j'ai pas le droit d'aller m'installer à New York, par exemple, aujourd'hui. Genre, comment ça se fait? C'est vrai. Comment ça se fait? Genre, c'est chelou. Genre, alors que tes possibilités de le faire sont quand même beaucoup plus élevées que celles d'autres personnes aussi à travers le monde. Exactement, mais elles sont plus élevées, mais pour des raisons sur lesquelles tu n'as aucune influence. On va me dire, t'as pas le visa, t'as pas le machin, t'as pas le truc. Et moi aujourd'hui ça me rend ouf de me dire que je peux pas aller m'installer où je veux dans le monde alors que j'ai 27 ans, je me sens libre, il y a l'avion qui coûte 100 € aller-retour pour aller quasiment partout dans le monde si tu t'y prends à l'avance. Et aujourd'hui je trouve ça ouf que potentiellement un bout de pays, enfin tu vois genre on est en train de reconstruire les accords avec l'Angleterre, mais imaginons ils disent bah écoutez il va falloir signer un truc pour pouvoir rentrer en Angleterre à un moment donné parce qu'ils ont peur des migrants, je sais pas quoi. Je veux dire à 100 km de chez nous par la mer, on aura bientôt besoin de demander l'autorisation pour venir. On est en 2017, quand je parle de perdre du temps, c'est que ça va pas du tout dans le sens du monde tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné appelez vos pays, ayez des politiques régionaux entre guillemets à l'échelle du monde pour pouvoir gérer ça, mais laissez-nous aller où on veut et kiffer quoi, genre c'est vrai. Mais il y a aussi le fait que, bah tu vois, moi le parallèle avec l'Angleterre, il est très juste. Moi j'étais vraiment vénère contre les Anglais, enfin les Britanniques, mais en l'occurrence c'est surtout les Anglais parce que les Écossais ont voté massivement contre le Brexit. J'étais vraiment vénère parce que ouais, je trouve que ça fragilise l'Europe. Et puis les gens, et tu vois, de manière générale en Europe maintenant, il y a de plus en plus tu vois, maintenant il y a un parti néo-nazi qui a fait son entrée au Parlement en Allemagne, on n'est pas content de ça, en Autriche, ça, en Autriche et en Hongrie, il y a beaucoup de choses comme ça. Et en fait, en Hongrie, il y a même eu une deuxième élection, je crois. Tu vois, les gens de notre génération, on en parlait tout à l'heure, nous on n'a pas connu la guerre. Ouais, nos parents non plus d'ailleurs. Nos parents non plus. Et en fait, c'est trop bizarre, j'ai l'impression qu'on a oublié pourquoi l'Europe ça existe en fait. D'où vient le sentiment de construction européenne, Aristide Briand, tous ces mecs-là, de base, à la base de base. C'est pour qu'on arrête de se faire la guerre en fait. Le sens des priorités est pas là parce qu'effectivement, si tu prends le sens des priorités, il y a ça en priorité, ce que tu viens de dire, et les gens vont t'argumenter face à ce que tu viens de dire aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, de Facebook, de je l'ai dit en premier donc j'ai raison, etc. Dans ce monde-là, tu vas dire cet argument qui pour moi est un argument d'autorité quasiment, et il y a des gens qui vont te répondre bah ouais mais ils veulent détruire la langue catalane. Et ils vont mettre ça sur le même ou pour Brexit j'aurais pu donner un autre truc et puis je donne un argument volontairement un peu débile et c'est pas pour me moquer des indépendantistes catalans qui ont beaucoup de meilleurs arguments sûrement dans leur besace. Et alors des charges ils sont pour la plupart très pro-européens, ils veulent être pro-européens, etc. C'est d'autres arguments dans leur besace, mais je parlais juste dans un monde en général et sans vouloir me moquer les Catalans en particulier, mais ce côté qu'effectivement face à un argument d'autorité tel que on crée l'Europe pour qu'il y ait moins de guerre, il y a des gens qui vont dire ouais mais notre culture alors. Et tu as envie quand même de temps en temps de rappeler, de te dire bah oui mais ton argument est bon parce qu'il faut protéger les cultures, on est riche de toutes les cultures différentes, etc. Évidemment, mais la priorité c'est quand même qu'il n'y ait pas de guerre sur ton territoire quand même, non et les gens de temps en temps t'as pas l'impression qu'ils sont persuadés de ça. Mais non c'est ouf, on oublie clairement. Non mais déjà mais juste le fait qu'il y ait un parti néo-nazi en Allemagne, c'est genre mais les mecs vous avez été à l'école quand Norm même, Macdonald, non vous l'avez appris. Tu l'as vu son spécial de Norm Macdonald? Ouais, je l'ai vu, mais je sais plus. Il dit pour moi, l'Allemagne ne devrait plus autoriser à être un pays. Il dit, je sais pas s'il y a des passionnés d'histoire dans la salle, mais en fait, il y a 100 ans, l'Allemagne a voulu partir en guerre, et puis ils sont partis en guerre contre le monde, en fait. Et on aurait pu se dire que ça allait jouer en 2 secondes. Non, c'était tout proche, proche. Et puis 30 ans plus tard, ils repartent en guerre contre le monde encore. Et là, il y a un parti néo-nazi qui s'est formé. Les gens, parce que cette news-là est confondue dans le même sac de news que Kim Kardashian qui s'est fait voler plein de bijoux, en fait. Et que t'as pas ce côté de priorité de l'information, ce qui est important. On en a parlé avec Rémi longuement dans le 4e podcast. Avec Rémi, on n'a pas parlé de bouffe en sujet principal, mais avant, on a parlé d'information. Et où on disait qu'aujourd'hui, en fait, tu détermines la force d'une news de savoir combien de posts tu envoies sur ton feed d'actualité Facebook, quoi. Genre quand je vois un attentat qui arrive, j'entends le mot attentat, tu ouvres Facebook, s'il y a un post sur 20, tu dis c'est peut-être un petit attentat en fait. Et quand tu vois 19 posts sur 20, tu dis ah merde, c'était peut-être pas loin de chez moi et peut-être on détermine l'importance de la news comme ça aujourd'hui. C'est dingue, hein. C'est très chelou. Effectivement, tu vois par exemple, et je prétends pas du tout avoir un compas moral au-dessus des autres, parce que pareil, moi j'ai vu, il y a eu 300 morts en Somalie là. Ouais, 300 morts, enfin un peu plus d'ailleurs. Ouais, avant-hier. Et on n'en a pas
parler. C'est incroyable. Et j'ai lu un article aujourd'hui dessus, mais ouais, pendant 2 jours, sincèrement, je m'en battais un peu les couilles. Non, mais en partie parce que j'ai pas beaucoup entendu parler de ça autour de moi. Parce que Macron a parlé dimanche soir, du coup il fallait débriefer absolument chaque phrase qu'il a dite. Et il fallait voir comment il a dit, il a utilisé un mot bizarre à la place de l'autre, alors qu'il y a eu ce ressemblance au manuel, c'est ça. Ouais, c'est marrant, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, à quel point en fait tout c'est vrai que c'est utile pour comprendre certains phénomènes politiques et sociétaux qu'on est en train de vivre. Ils se comprennent aussi particulièrement quand tu prends en compte l'époque dans laquelle on vit, comment on traite l'information, où sont nos sens des priorités. Mais pour comprendre ça, il faut prendre le temps. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens ne prennent plus le temps. Bah non, puisque nous avons maintenant 9 secondes d'attention effective. Et ouais, non, moi je pense que... Bon, en tout cas, c'était une belle digression. On est parti du foot et on arrive au statut de l'information. Absolument. On arrive plus ou moins vers la fin du podcast. Et du coup, avant de poser ma toute dernière question que je pose à chaque fois à la fin des podcasts, dernier sujet rapide, on va dire 3 minutes par personne, mais il faut absolument qu'on prenne un temps pour parler de Zidane en particulier. Oui, alors je suis très étonné parce qu'on est donc chez toi et je n'ai pas vu de totem à son effigie. Alors c'est dans ma chambre. Alors c'est dans ta chambre, il y a le maillot de l'équipe de France 2006 signé par tous les joueurs. Et en vrai, Zidane, très important pour moi. Je le sais parce que c'est moi, mais comme pour toi, j'imagine. Alors c'est marrant parce que moi, Zidane, pas un mec que je trouve extraordinaire et que je mets dans le panthéon des meilleurs joueurs de l'histoire sans problème. Mais bizarrement, j'ai pas, je l'admire beaucoup, mais c'est pas un des mecs qui m'a le plus marqué en grandissant. Ok, alors moi, là j'ai revu hier pour préparer le podcast, je me suis laissé aller à un best-of deux best-of de 2 fois 15 minutes de Zidane. Ça, ces trucs-là, c'est toujours où tu vois des gestes meurtrier. que tu voyais pas avant et que tu vois toujours plus maintenant. C'est-à-dire que c'est un mec qui savait. Enfin, plus je regarde vidéo de lui, plus je comprends en fait pourquoi c'était génial d'avoir dans son équipe. À mon avis, c'est qu'il organisait vraiment le jeu en ralentissant, en contrôlant, il rendait tout le monde meilleur. Fallait. Mais moi, limite, je vais aller plus loin. C'est que pour moi, Zidane, si tu veux, on a eu Napoléon, De Gaulle, on a eu des grands hommes dans l'histoire de la France. Et honnêtement, avec très peu de cynisme et très peu d'ironie, c'est avec très peu d'ironie que je te dis que je place Zidane dans ces grands hommes-là de la France, dans le sens où c'est pas quelqu'un qui a la volonté de s'imposer en tant que grand homme, c'est un mec qui est ce qu'il est et qui, à travers ce qu'il a dégagé, est devenu une icône incroyable, une icône au point où, moi je suis persuadé, et j'en avais fait une chronique un jour, et je voudrais redonner cet argument-là, mais je pense que Zidane est quelqu'un qui était un dieu et qui a choisi son statut de demi-dieu en mettant un coup de boule à Materazzi. C'est-à-dire que pour moi, le coup de boule de Materazzi, j'aime pas en parler. Il a comment dire, à demi éteint son aura ce jour-là, consciemment, d'après toi. Il n'a pas même pas éteint, il est devenu un demi-dieu. Les demi-dieux sont aussi importants que les dieux dans la mythologie, mais c'est un rôle différent. Ouais. Un demi-dieu a des faiblesses, et Zidane a montré qu'il en avait. Mais il a fait ça consciemment, d'après toi. C'était calculé. Consciemment, inconsciemment, moi tout ce que je sais, c'est que 7 minutes avant de mettre cette putain de tête, ce putain de coup de boule, il pourrait être président. Il a mis une tête que Buffon arrête en haut de la barre. Là, on arrive de toute façon à la fin du podcast. Allons dans la précision du foot. Tant pis si vous avez lâché. Si vous n'avez toujours pas lâché, ça va être 1 minute où je vais pas être Zidane. Mais Buffon arrête la balle de la tête. Et là, je pense que Zidane, à ce moment-là, s'est dit putain de merde. J'ai fait gagner la France en 98 avec 2 buts. Là, je viens de mettre une Panenka, et si je marque ce but-là, on gagne la Coupe du Monde encore sur 2 buts de moi. Mais là, si c'est le cas, en fait, c'est même pas que je peux plus sortir de chez moi, c'est qu'en fait, il va falloir que Elon Musk m'amène avec lui sur Mars, parce que je peux plus sortir dehors. S'il veut, il devient président. Je pense président, il peut. Et je pense que inconsciemment, à mon avis, parce que ça se passe pas avec la. C'est ce que je dis toujours aux gens qui disent je pardonne pas à Zidane et tout. J'ai envie de leur dire, mais attendez. Vous avez déjà couru pendant 110 minutes avec 3 milliards de personnes qui vous regardent en direct, et on attend qu'une seule chose, c'est de toi, pas des 10 autres joueurs. C'est vrai. Je pense que la pression nerveuse qu'il a à ce moment-là, personne qui n'écoute ce podcast en ce moment ne la ressentira à 1/10 en fait. Donc on peut pas comprendre ce qui s'est passé dans sa tête. Mais je pense que ce coup de boule, c'est un moyen de dire allez, tant pis en fait, laissez-moi tranquille. Je suis Zinedine Zidane, mais je suis aussi Yazid Zidane, né en Marseille de parents d'origine. Enfin, je veux dire, à un moment donné, laissez-moi tranquille quoi. Ouais. Et je vois ça chez Zidane. Mais après, moi, Zidane, je pourrais en parler des heures en monologue. Donc, certes. Mais je te rejoins dans l'analyse qui ferait de lui un personnage important dans l'histoire de France. Si on admet que cette équipe de France 98,
elle a vraiment eu un rôle dans la société française d'accepter un peu plus les gens d'origine étrangère, etc. Et tout ça, en ce sens-là, ouais, carrément, on peut le dire. À ce moment-là, Zidane, il est important dans l'histoire de la France et de la société française, indéniablement. Et moi, footballistiquement, mais c'est un hasard en fait. Ça vient du fait que tu vois, Zidane, il jouait en plus de l'équipe de France, qui était pas mon équipe nationale fétiche, et qui en plus à ce moment-là devenait la meilleure. Donc c'était. Et en Suisse, il y a vraiment un truc où les gens détestent l'équipe de France, vraiment. Ce qui, moi, n'est pas mon cas, mais les gens détestent l'équipe de France en Suisse. Pas ça. Ouais, les gens en Suisse, ils portent des t-shirts. Mais c'était lié à France 98, parce qu'on est voisins, et puis les gens trouvaient que. C'est en 2014 qu'on a joué contre vous au Brésil, où il y avait la une Plumé le coq, ou je sais pas quoi, là. Ouais, exactement, ouais. Parce que les Suisses, enfin les Suisses romans, c'est-à-dire les Suisses francophones, tu sais, c'est une société très, très humble et très conservatrice et tout. Et on considère que en Suisse romande, les Suisses romands considèrent que les Français sont des gens arrogants, etc. France 98, ça a complètement exalté ce sentiment-là, parce que c'était tout d'un coup cocorico, la. Et les Suisses, ils pétaient des câbles. Et du coup, en Suisse, il y a des gens qui vendent des t-shirts avec marqué je supporte 2 équipes. L'équipe de Suisse et n'importe quelle autre équipe qui battra la France. C'est vraiment comme ça. Et puis du coup, tu vois, donc il y avait un mélange de Zidane, c'était l'équipe de France qui était à ce moment la meilleure équipe du monde, et puis moi j'ai toujours un peu le côté t'as toujours envie de supporter David contre Goliath. En même temps, il jouait à la Juve, qui n'était pas une équipe qui me passionnait, et puis après il signe au Real Madrid, qui est donc l'équipe par la force des choses que je déteste le plus au monde, mais que j'adore détester. Et donc raison pour laquelle il est très important qu'elle existe pour moi. Il y a des gens qui voudraient que leur équipe rivale disparaisse. Au contraire, moi je trouve ça trop important d'avoir un rival. C'est trop bien. Ça fait partie du kiff dans le foot de pouvoir détester quelqu'un. Et donc j'ai pas eu cette fascination pour lui, même si après, comme toi, quoi, tu mets des best-of de Zidane et t'es là, waouh. C'est Zidane et Ronaldo, l'ancien, moi c'est les 2 seuls qui me donnent envie de regarder du foot. C'est extraordinaire. Et en reparlant des gestes qu'il faisait, on s'était fait la remarque, je crois. J'ai vu, c'était le deuxième match de la saison cette saison, c'est Barcelone-Alaves en championnat espagnol. Et à Alaves, en ce moment, il y a un Zidane qui joue à Alaves. Il est prêté par le Real Madrid. C'est Enzo, son fils, et qui, je pense, a priori, va pas devenir un très grand joueur. Mais par contre, il y a eu deux, trois petits gestes, 2-3 petits contrôles où toi, tu fais et tu fais oh mon dieu, on dirait. Et il y a comme des petits flashbacks je sais pas si ça se transmet génétiquement, ces trucs-là. Ce serait une sacrée question pour un prochain podcast. Absolument. On a bien parlé de Zidane. Moi, la dernière conclusion, je pose toujours la question en fin de podcast. Ça m'intéresse de savoir ton point de vue là-dessus. Je parle à chaque fois de l'angle de Norm MacDonald. Peut-on rire de tout ? Non, pardon. Non, là, cette question insupportable. On n'a pas le temps. J'en parlerai peut-être un jour sur un sujet de la semaine d'ailleurs. Mais en tout cas, non, c'est moi ce qui m'intéresse. À chaque fois, je la pose parce que Norm MacDonald m'a vraiment baisé le cerveau sur beaucoup de choses. C'est Norm MacDonald Live. Je sais pas si tu les regardes. Mais c'est incroyable, c'est 1 heure à chaque fois, il parle avec quelqu'un. Le dernier épisode avec Jim Carrey est exceptionnel. C'est vidéo en plus. Jim Carrey, ça doit être intéressant. Exceptionnel. Parce qu'il est un peu parti en couille. Il part en couille, mais il y a des moments deep exceptionnels. Bon bref, et son nouveau special sur Netflix, Hitler's Dog, je trouve incroyable. Et dedans, il a cette fameuse phrase de quand j'étais jeune, on m'a dit que les adultes faisaient tout pour la prochaine génération. Je pensais que c'était moi. Je suis arrivé dans la nouvelle en tant qu'adulte en disant et alors on a bossé pour moi, et ils font non c'est pour la génération d'après, et il répond la punchline c'est je reconnais une pyramide de Ponzi quand j'en vois une, que je trouve exceptionnelle. Et du coup moi ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce que Charles Nouveau, en dehors du foot et de tout ce qu'on vient de parler, qu'est-ce que tu souhaites pour la prochaine génération? C'est assez intéressant comme question. Écoute, là spontanément c'est en partie parce qu'on en a parlé, mais j'aimerais bien qu'en fait on arrive que les prochaines générations elles arrivent à se servir de l'histoire comme de la manière dont ça devrait être utilisé, c'est-à-dire de vraiment se rappeler des choses et de pas reconstruire des cycles de. Tu vois, en fait, quand tu regardes l'histoire de l'humanité, l'histoire notamment du XXe siècle. Si tout le monde avait vraiment conscience de ce que c'est que l'histoire et de quelles sont les erreurs passées de l'humanité, le parti néo-nazi au Parlement allemand, Donald Trump, le Brexit, tout ça c'est insensé, c'est impossible. Alors je trouverais ça cool que la génération d'après elle ait un peu plus conscience de ça, qu'on ait un peu plus un esprit d'équipe en tant qu'humanité, parce que maintenant les enjeux ils sont de moins en moins
nationaux, mais de plus en plus globaux. Et qu'on est de plus en plus, comme on l'a un petit peu notre génération, toi comment on a fait un Erasmus, et ce que ça t'apprend, c'est que c'est trop cool quoi, d'avoir des gens en Pologne, en Suède, en Italie, où tu sens vraiment que c'est tes pairs, et qu'on a des intérêts et des passions communes, et qu'on a vraiment un esprit. Moi j'ai vraiment l'impression de faire partie de la même communauté que ces gens-là, alors qu'on parle pas forcément la même langue, etc. Et juste ça, qu'est-ce que je leur souhaiterais. Putain, je suis en train d'être un peu gnangnan, mais... Non, parce que c'est pas gnangnan que de dire que l'histoire se répète, et que si on lit des... Enfin, l'histoire, c'est une science, qui est une des seules sciences non exactes, entre guillemets, qui existent, mais ça reste une science. Là, j'ai lu un livre qui est incroyable, que je pourrais te prêter, qui s'appelle L'aveuglement de Ferro, où il explique l'aveuglement face à l'histoire, qui fait que... par exemple, il explique l'aveuglement partisan face au communisme, avec les grands penseurs français des années 50 qui refusaient de voir qu'il y avait des goulags là-bas, ou la montée de la Chine d'un coup qui a surpris tout le monde parce qu'on attendait le Japon, ou le retour. Enfin, il explique comment on pourrait se servir de l'histoire pour éviter de faire des erreurs. Et je trouve que c'est hyper intéressant, sauf que les deux choses qui... Après, normalement, c'est une conclusion, donc je vais pas ouvrir trop de débats, mais il y a deux choses qui m'inquiètent dans ce que tu viens de dire. C'est que je pense que déjà, les jeunes, ils ont de moins en moins de temps d'aimer ou de vouloir comprendre l'histoire, parce que moi, c'est un vrai effort que j'ai fait récemment, d'ailleurs, que j'avais pas fait à l'école, plus ou moins, de reprendre l'histoire de France, de reprendre l'histoire du monde, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, etc. Et deuxièmement, est-ce qu'on n'arrive pas dans une ère, entre guillemets, post-historique, où en fait, avec le transhumanisme, avec l'intelligence artificielle, avec les problèmes de climat, etc., est-ce qu'on ne serait pas dans un monde où de toute façon l'histoire ne servira plus à rien, parce qu'on sera dans un monde post-historique où rien de ce qui va se passer ne se sera passé avant, en fait? Ouais, c'est aussi un peu vrai. Alors disons que si on devait retenir une chose dans ma conclusion, je dirais que... D'être ensemble, solidaires. Ouais, je trouverais qu'on ait de plus en plus conscience de ça, qu'en fait on est un peu tous dans... Même si on vit des réalités très différentes, on va pas se mentir, mais qu'on est tous dans la même équipe, ça ce serait cool, et que tous ensemble on arrive à être moins teubés. Tous dans la même équipe, tous ensemble, moins teubés. En plus, on reprend le vocabulaire du football pour la conclusion. Et je pense que c'est une super conclusion pour la nouvelle génération. Merci Charles, c'était une très cool discussion. Mais merci à toi, c'était parler avec toi. Chouette. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Merci beaucoup d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. C'était un vrai kiff de parler avec Charles. Désolé pour les quelques envolées lyriques, notamment à propos de Zidane. Je peux pas m'en empêcher. En tout cas, c'était un vrai kiff de parler avec Charles. Charles, vous pouvez le retrouver tous les jeudis à la Petite Loge pour son spectacle qui s'appelle Joie de vivre. Vous pouvez également le retrouver sur son spectacle 50-50 où il partage l'affiche avec Alexandre Kominek. Ils viennent parfois sur Paris, soyez attentifs. Moi, je partage l'affiche avec eux à Nyon et à Genève le 24 et 25 octobre, donc mardi et mercredi prochain. Merci encore à eux pour cette opportunité. En parallèle, Charles développe un spectacle sur le foot en ce moment. Il sera bientôt prêt, checkez ça, je pense que ça va sortir et que ça va être vraiment cool. De mon côté, la semaine prochaine, je prends un café avec Joseph Froussin. Mon but est avoué, c'est de savoir si Joseph Froussin et le détective Froussin sont une seule et même personne. Voilà, on verra, je n'ai aucune certitude à ce sujet. En tout cas, merci encore d'avoir écouté un Café Holo 7, merci vraiment à vous, tous vos retours comptent encore une fois et c'est un vrai kiff de vous proposer ce contenu chaque semaine. Je vais vous laisser avec un discours qui m'inspire énormément, mais avant, merci aussi à John et Alicia qui sont avec moi depuis le début, qui m'aident à créer l'identité visuelle d'un Café Holo 7, mais bien plus. Merci également à Pierre Chagnon, à la musique, qui crée les musiques d'intro et d'outro, mais également toutes les musiques que vous pouvez écouter sur les teasings d'un Café Holo 7. Merci à lui et à la semaine prochaine pour un café avec Joseph Froussin. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité, considérée partiellement, se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve accomplie dans le monde de l'image autonomisée où le mensonger s'est menti à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant.
Le spectacle se présente à la fois comme la société même, comme une partie de la société et comme instrument d'unification. En tant que partie de la société, il est le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. Du fait même que ce secteur est séparé, il est le lieu du regard abusé et de la fausse conscience. Et l'unification qu'il accomplit n'est rien d'autre qu'un langage officiel de la séparation généralisée. Et nous avons, à la fin de ces délibérations, apprécié ce qui était positif et mis en évidence aussi qu'il restait encore beaucoup à faire.